bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Catalina et Alejandra de BICG, avec qui on a déjà enregistré plusieurs épisodes, toujours dans une série sur le travail hybride. Donc l'objectif pour nous, c'est toujours d'aller comprendre les évolutions du travail hybride, de l'environnement de travail, des modes de travail, parfois au bureau comme ailleurs. Et on a déjà beaucoup abordé ce sujet du travail hybride, on a beaucoup parlé des bénéfices, on a beaucoup parlé du bureau dans le contexte du travail hybride et de savoir est-ce qu'il avait encore un sens et comment est-ce qu'on allait devoir le réinventer. Aujourd'hui, on va sur un sujet qui est encore plus large, c'est l'expérience des collaborateurs à l'heure du travail hybride. Et Dieu sait que c'est compliqué et à quel point il y a un sujet qui est complexe puisque il y a plein de lieux, il y a plein d'expériences différentes. Donc merci encore les filles d'être là aujourd'hui, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on réinvente cette expérience et surtout comment est-ce qu'on évite les pitfalls, comme on dit, les risques qu'on peut avoir. Donc à vous la parole. Écoutez, je suis hyper curieux d'aller explorer ça avec vous. Est-ce que déjà on peut faire un mini récap, même si on en a déjà parlé, des bénéfices que va avoir le travail hybride pour l'entreprise comme pour les collaborateurs? Ben, si vous voulez, je commence avec ça. Merci beaucoup, Maxime. Alors, moi, je pense on a longuement parlé de ces bénéfices. Il y a un bénéfice qui est évident, que c'est le meilleur équilibre vie pro-perso. Et ça, c'est spécialement par une meilleure gestion du temps. C'est-à-dire, on n'est plus le maître de notre temps quand on est dans un travail hybride. Il y a moins je dirais, de temps dédié au transport, plus de liberté horaire, de flexibilité, etc. 95% des collaborateurs déclarent qu'ils sont plus motivés avec un contexte où c'est eux qui choisissent un peu quand ils travaillent avec ces nouvelles formes de travail. Un autre bénéfice que je trouve que c'est aussi très clair, c'est la gestion axée sur les résultats et non pas sur la présence. Ce qui permet que les collaborateurs se sentent beaucoup plus valorisés parce qu'il y a un exercice très proactif pour être clair sur les rôles et sur les activités et les collaborateurs être plus autonomes et plus responsabilisés. Et puis, je dirais qu'un autre bénéfice, c'est cet aspect de digitaliser nos modes de travail. On a été complètement forcé à utiliser nos moyens technologiques de façon beaucoup plus euh, proactive. On a aussi consolidé les outils technologiques au sein des entreprises, ce qui a été extrêmement important pour cette digitalisation, numérisation dans le contexte des organisations. Alors, je dirais que ça, c'est pour moi les trois aspects fondamentaux du télétravail ou du travail flexible. Et un autre aspect qui est aussi fondamental dans ces bénéfices, c'est l'attraction des collaborateurs, c'est-à-dire les entreprises qui ont aujourd'hui ce modèle de travail, ils vont attirer non seulement les plus jeunes, mais aussi mais les meilleurs collaborateurs. Et c'est quelque chose, c'est une obligation de donner un peu ces possibilités aux collaborateurs. C'est intéressant parce que je me rappelle que dans le dernier épisode, justement, tu donnais l'exemple d'entreprises dans lesquelles, si on ne fait pas attention, les collaborateurs peuvent avoir plus de liens avec des équipes qui sont ailleurs dans le monde qu'avec des gens qui sont dans leur propre bâtiment. Et finalement, en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles font face à un problème encore plus dur, c'est que même sur le marché de l'emploi, elles sont en concurrence non plus avec les autres entreprises de Paris, de Madrid, de Lyon, mais finalement, elles sont quasiment en concurrence avec tout le marché européen de l'emploi. Ce qui fait que, en effet, l'attraction des talents et peut-être les éléments culturels sont encore plus forts. J'imagine que du coup, ça crée des problématiques même dans comment est-ce qu'on met en place ce travail hybride. Bon, vous l'expérimentez déjà depuis des années et des années, mais vous accompagnez aussi vos clients un petit peu partout en Europe à mieux mettre en place ces processus-là, mieux les comprendre, mieux mettre en place même leur stratégie de bureau finalement. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça derrière? Quelles sont les erreurs ou en tout cas les risques qu'il peut y avoir quand on met en place un modèle hybride? Comment est-ce qu'on les mitige? Est-ce qu'il y en a qui sont réellement disruptifs même pour l'entreprise et qui peuvent avoir des grosses conséquences ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre du bien-être général des collaborateurs? Je suis assez curieux parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle très peu. On parle toujours de ouais, c'est génial le travail hybride ou alors on n'aime pas.
mais on explique assez peu comment bien le faire et surtout qu'est-ce qu'il faut éviter, quels sont les risques ou les éléments en tout cas à considérer dès le début pour mettre ça en place de la meilleure des façons et avoir le maximum des bénéfices. Puisque comme on l'a vu au premier épisode qu'on a enregistré en face, bah, les bénéfices peuvent être énormissimes sur la productivité, sur l'efficacité de l'entreprise, sur le bien-être des collaborateurs, sur l'emploi, enfin finalement sur à peu près tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que demain, je suis directeur de l'environnement de travail, DRH, DG, euh, à quoi est-ce que je dois penser dès le début pour être sûr de tirer le maximum des bénéfices de mon travail hybride et d'éviter au maximum les mauvais coins, on va dire. Mhm. Si vous voulez, je reprends ici. Merci, Maxime Alejandra. Donc, en fait, je dirais le risque le plus évident et le plus impactant aussi, c'est cette perte de cohésion cette perte de sentiment d'appartenance à une organisation. On a bien vu que lorsqu'on travaillait chez soi, les personnes ne venaient pas sur site, ne rencontraient pas ces équipes, et donc ils pouvaient bien travailler pour une organisation ou pour une autre, parce qu'en fait, tout leur lien avec l'organisation, c'était son ordinateur ou son dispositif pour pouvoir réaliser leur travail. Donc, c'est le point le plus important à prendre en compte lorsqu'on va concevoir ce modèle hybride, c'est comment est-ce que je vais assurer que mes collaborateurs se sentent part de cette organisation, qui ressentent la culture de l'organisation comme leur propre culture. Et il y a même des études de Microsoft qui disent que 43% des dirigeants déclarent que cet établissement de relations est le plus grand défi lors de la mise en place d'un modèle hybride. Et on le ressent aujourd'hui. On disait, et le travail hybride, c'est une façon d'attirer le talent, et surtout et dans le cas du talent tech. Et c'est évident, les personnes qui travaillent dans le secteur technologique ne veulent pas aller sur site. Mais pour ces personnes, l'organisation est vraiment un plus, mais ils ne ressentent pas la culture, et donc on doit bien faire attention à ceci. C'est quelque chose qui a quand même une façon de le mitiguer, il y a quand même des solutions, et quelques exemples que l'on retrouve et qu'on a travaillé avec nos clients, c'est de bien assurer qu'on va générer des rites, des processus sur site pour attirer les collaborateurs et pour qu'ils ressentent aussi la culture. Et ça peut être des rites plus formels, comme faire des réunions hebdomadaires sur site avec les équipes, mais ça peut aussi être des journées de team building où on va mettre ensemble toutes les équipes, on va planifier des activités variées pour connaître les équipes, pour connaître et qu'est-ce qu'ils font dans leur travail, et c'est vraiment important de pouvoir assurer que les personnes vont se rencontrer et que tout au long de ces journées, on va pouvoir transmettre la culture de l'organisation. Non seulement les valeurs de l'organisation, mais aussi la façon d'être de tous les collaborateurs. Parce que c'est le plus important, et aussi ce qui est le plus risqué lors d'un modèle hybride. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, si je comprends bien, l'enjeu c'est de créer des moments où les gens se retrouvent, soit pour du temps off social, soit pour du temps même collaboratif. Est-ce que Mhm. du coup, il y a un enjeu d'efficacité auquel il faut faire attention parce que bah, on connaît la tendance à la réunion pour faire de la réunion où finalement on arrive et on passe beaucoup de temps ensemble. Alors c'est bien, on se retrouve, mais pour certaines personnes qui vont être en recherche d'efficacité, ça va plutôt être un frein parce qu'ils se disent au fait, tiens, j'ai fait une réunion, mais on n'a pas avancé sur les sujets. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles faire attention pour maximiser que ce temps ensemble collaboratif, il soit de la plus haute valeur ajoutée finalement pour les collaborateurs et l'entreprise? Mhm. Oui, en fait, et on le retrouve, tu l'as dit Maxime, aujourd'hui on a des réunions non-stop, et le problème c'est qu'il n'y a pas une organisation derrière ces réunions, il n'y a pas une planification lorsqu'on va essayer que les équipes se retrouvent. Et donc on passe nos journées à faire des réunions, on passe nos journées à faire du télétravail sur site parce que les personnes avec lesquelles j'ai des réunions ne sont pas sur site, donc du coup je suis dans une salle pendant toute ma journée. Et le problème ici, c'est d'un côté la quantité de réunions et le fait qu'on n'est pas habitué à bien organiser des réunions avec peu de participants, avec une agenda qui est bien clair, avec un profil modérateur, mais c'est aussi une manque d'organisation des équipes parce que en fait, les personnes se sentent désorientées avec les modèles hybrides. Il n'y a pas un accord qui va nous dire quand est-ce que je dois venir sur site, non parce que je suis obligée, mais parce que
ça va être bénéfique pour mon équipe et pour mon travail. Et donc, en fait, dans ces études dont je parlais avant, seulement 28% des organisations qui ont mis en place des modèles hybrides ont parallèlement mis en place des accords entre les équipes pour savoir quand est-ce qu'ils vont venir et pourquoi venir. Et donc, plus de 70% des collaborateurs savent qu'ils travaillent dans un modèle hybride, mais ne savent pas comment s'organiser avec les équipes et ne savent pas quand venir. C'est intéressant parce que du coup, ça montre aussi, enfin, dans la façon dont tu le verbalises, je me rends compte qu'il y a une grosse différence entre dire c'est obligé de venir le mardi euh, et ok l'équipe, à l'échelle de notre équipe, qu'est-ce qui est important? Ça serait bien qu'on se retrouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel jour ce serait le plus adapté en fonction de nos tâches? Et finalement, je pense que ça change tout. Enfin, je vois combien d'entreprises qui me disent, alors nous, non, c'est 3 jours de télétravail, 2 jours de télétravail, 3 jours obligatoires de présence sur site. Généralement, c'est mardi, mercredi, jeudi. Et finalement, les collaborateurs se disent, mais en fait, c'est une contrainte plus qu'autre chose, quoi. C'est cool, on a gagné 2 jours de télétravail, mais finalement, ça reste une contrainte. Là où j'ai l'impression que dans la façon dont tu l'amènes, c'est presque, techniquement, on aurait le droit d'avoir un jour illimité de télétravail, mais en tant qu'équipe, qu'est-ce qui nous semble être juste important? Et du coup, c'est plutôt presque un accord commun entre les équipes à elles-mêmes, quoi. Mhm. Oui, je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre le modèle hybride, l'accord fixe pour l'organisation, et les accords d'équipe qui ne sont pas toujours évidents et ça dépend de l'organisation. Ils sont ou ils ne sont pas en place. Et, un exemple, c'est BICG. Et comme tu disais, Max, justement ici, et nous n'avons pas ces journées fixes à venir. Et donc, ce que l'on fait, c'est se synchroniser entre les équipes. Nous avons aussi développé un outil technologique qui s'appelle High Teams. Et on parlait de cet outil dans un autre chapitre. Et en fait, sur cet outil, on peut voir qui va venir sur site, quel jour, si c'est le matin, si c'est l'après-midi. Et comme ça va nous permettre aussi de voir, d'accord, est-ce que mon équipe va aller le mardi ou est-ce qu'il va aller le lundi? Et je peux quand même travailler avec eux et les voir et pouvoir échanger non seulement à travers des réunions sur Teams pour du travail formel, mais aussi prendre un café avec eux et même prendre un café avec des personnes d'autres équipes que normalement je vois pas, je rencontre pas et au sein de mes réunions. C'est hyper intéressant. Il y a un risque que moi je vois à mon échelle, et je serais curieux de savoir si vous le voyez aussi chez vos clients, c'est le fait que le fait d'avoir emmené le travail à la maison, finalement, ça a un peu cassé cette frontière pro-perso et du coup, il y a une difficulté à déconnecter parce que on est dans le canapé, on est en train de manger, on reçoit un mail ou on a une notification qui sonne et finalement, on est un peu dans un flou de travail constant. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous voyez chez des boîtes? Est-ce que si vous l'avez travaillé, qu'est-ce qu'on peut y faire finalement? Je serais assez curieux d'avoir vos retours sur ça. Oui, moi, je trouve, Maxime, que c'est dans toutes les études que nous avons fait et que nous avons lues, je dirais que la difficulté de déconnexion est c'est un grand sujet et c'est très lié au bien-être mental, et qui devient aussi un aspect fondamental dans le modèle de travail, dans l'écosystème de travail futur qu'on veut mettre en place. C'est vrai que la surcharge numérique, quand on est chez nous, c'est-à-dire on a Microsoft, dans une étude qu'il a fait, il envisage que nous avons augmenté de 150% le nombre de réunions. Et déjà, je me rappelle qu'avant la pandémie, les réunions qui n'étaient pas bien constituées, c'était un voleur de temps dans le travail des personnes avant la pandémie. Et maintenant, on a augmenté de 150% les réunions. Alors ça, ce qui fait, c'est que nous sommes tout le temps connectés. Je dirais que la bonté, mais aussi le malheur de la technologie, c'est que c'est liquide qui nous permet de très facilement, avec un clic, de connecter avec tout le monde, donc n'importe quel coin du monde. Et ça fait qu'il y a un problème réel de déconnecter. C'est pour cela, encore une fois, qu'il faut rétablir les règles du jeu, parce que le modèle hybride a touché peut-être toute la façon dont on organise le travail. Et il faut réellement repenser toute notre façon de faire. Et pour ça, il faut mettre des règles du jeu pour éviter cet impact négatif dans la partie qui est fondamentale, qui est le bien-être mental et le bien-être de nos collaborateurs. Et je dirais aussi, oui. Non, non, je trouve ça super intéressant de faire ce lien avec le bien-être mental. Forcément, on a cette notion de déconnexion.
On a aussi du coup pas mal d'arcs, de cordes à notre arc quand on va parler de services, tout ce qui peut être mis en place pour le bien-être des collaborateurs. Mais finalement, dans cette recherche du bien-être au travail, on a son propre espace mental et sa gestion de son temps. On a aussi son rapport à l'entreprise. Donc on a cette notion de culture et de sentiment d'appartenance dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, cette perte de cohésion. Et un enjeu que je vois très souvent avec les entreprises clientes avec qui je parle, ou même pas des clients d'ailleurs, c'est aussi cette distension du rapport managérial. Finalement, on parle beaucoup du bureau, etc., etc., mais il me semble que j'avais vu une data qui montrait que finalement, l'enjeu numéro un qui fait qu'on quitte une entreprise, souvent, c'est le manager. Euh, et forcément, on peut aussi choisir de taper sur les managers en disant ah là là, c'est la faute des managers, etc. Je me rends compte que manager dans un contexte hybride ou à distance n'a rien à voir avec manager en physique, que beaucoup de gens, encore plus en Europe, où on a quand même un peu cette culture si tu veux progresser dans l'entreprise, tu passes d'un expert à un manager, mais il y a des gens qui sont naturellement pas faits pour ça, et il y a des gens qui n'ont pas été formés pour ça, et tu sais que c'est complexe le management, on peut avoir un don pour ça, mais il y a des méthodes, il y a des outils. Est-ce que fondamentalement, manager des gens à distance, sans une réelle formation, complexifie chez vos clients ce rapport manager-manager, et qu'est-ce que vous mettez en place, en tout cas qu'est-ce que vous conseillez pour faire en sorte de bien garder cette cohésion et ce lien dans la gestion des objectifs, la gestion du temps même, éviter le micromanagement, éviter de dire ah bah non mais les gens ils doivent être là parce que sinon je les vois pas. Ça, c'est des choses qu'on entend en off et que vous avez dû sûrement entendre, donc je suis assez curieux de voir ça parce que finalement c'est un sujet un peu omniprésent. Dans toutes les entreprises il y a besoin d'avoir ce lien là. Et moi même je le vois avec des équipes à moi, si on garde pas ça et qu'on ne définit pas clairement les choses, il y a un peu de distension, il y a un peu d'inefficacité, il y a un peu de perte de motivation, alors que le moment où on le fait bien, clairement ça a des effets décuplés. Moi, je pense que tu as touché ici, Max, un des points fondamentaux de la mise en place d'un modèle de travail hybride, un modèle de travail évolué. C'est-à-dire, moi, je pense que le rôle du manager, c'est compliqué parce qu'il a d'un côté la pression de la haute direction et d'un autre côté le fait qu'il doit gérer des équipes qu'aujourd'hui, ils sont pas tous dans le même endroit. Et c'est vrai qu'on part d'une culture de management qui est très basée sur la présence et sur le micromanagement. Et pour pouvoir gérer des équipes qui sont plus délocalisées, il y a des aspects fondamentaux qui parlent de confiance et comment on fait pour avoir cette confiance dans nos équipes, qui parlent de plus d'empathie, c'est-à-dire comment on fait pour avoir ce dialogue avec nos collaborateurs en tant que manager pour établir un peu là où ils se trouvent, d'un côté personnel, mais aussi d'un côté professionnel, d'établir clairement les rôles, d'établir ce qu'on envisage d'eux, c'est-à-dire les objectifs, ce dont on va travailler ensemble, et qui fait quoi. Et aussi, ce qui fait, c'est que, en fin de compte, oui, il faut donner un soutien aux managers pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir faire face à un contexte qui est complètement différent. Alors là, qu'est-ce que j'en pense? Je pense des soft skills, des outils aussi au niveau technologique, c'est-à-dire comment utiliser Teams pour utiliser un planner pour avoir les objectifs visibles, pour avoir des entretiens, pour faire des dailies, pour avoir ce feedback session beaucoup plus fréquente, etc. Alors oui, chez BICG par exemple, on fait ce qu'on appelle le leadership journey et on a adapté pour les managers une espèce de parcours pour leur donner les compétences dont ils ont besoin et les soft skills dont ils ont besoin pour pouvoir euh, travailler de façon plus confortable dans un contexte qui est hybride, qui est beaucoup plus ambitieux, avec ses collaborateurs qui sont un peu partout et dont ils doivent vraiment être le transmisseur de la culture. Parce que quand on parlait de culture, l'espace physique va nous aider, mais les managers vont devenir fondamentaux pour transmettre aux équipes la culture de l'organisation. C'est évident en plus quand on y pense, parce que finalement, la culture, elle est vécue, elle est ressentie par tout le monde, mais le lien avec le manager est tellement omniprésent que finalement, il devient un vecteur
culturel encore plus fort. C'est assez drôle. Il y a quelques mois, je suis parti faire une learning expedition dans les Nordics, donc Suède, Finlande, etc. Et j'étais chez King, donc c'est les éditeurs du jeu vidéo Candy Crush, qui ont le plus gros bureau de tout Stockholm. Et en fait, la personne de l'environnement de travail des RH me disait, mais finalement, chez nous, chacun vient quand il veut. Mais en fait, la question, elle est reposée à l'échelle de l'équipe, comme vous le suggériez tout à l'heure. Et en fait, à l'échelle de l'équipe, c'est presque un KPI du manager de savoir est-ce que les collaborateurs comprennent et vivent bien la culture. C'est plus juste un manager qui est là pour donner des objectifs, donner une direction et vérifier que les KPI sont atteints. Finalement, le rôle du manager, c'est aussi d'avoir ce rôle de levier presque de la culture, de l'histoire de l'entreprise, etc. et de l'animer. Et je pense que ça a beaucoup de rôle parce que finalement, l'engagement, si on a une personne qui est au poste de l'engagement, ça va être difficile de maintenir engagé et de mettre en place des actions pour 5 000, 10 000 personnes, ou alors faut lui donner des budgets énormissimes. Et souvent, ces gens-là, je me rends compte qu'ils sont un peu démunis en entreprise parce qu'on se dit finalement, ils ont une tâche qui est tellement importante et énorme, mais en même temps tellement peu de moyens pour le faire. Alors que quand on va remettre ça à l'échelle du manager, finalement, on a un peu un levier d'hyper proximité qui a beaucoup plus d'impact. Donc je trouve ça assez intéressant de redéfinir le rôle du manager comme vous l'avez fait. Je serais hyper curieux de creuser un peu aussi cet enjeu de leadership journey parce que je pense qu'il y a des en tout cas il y a une notion de continuité qui est hyper importante et on doit pas être prêt et savoir tout à un moment donné T, mais on a une évolution du rôle, on a une évolution des compétences qu'il faut avoir et je pense il y a des enjeux intéressants à aller creuser là-dedans. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que il y a un, deux, trois derniers points que vous avez envie d'aborder rapidement, histoire qu'on ait une vision un petit peu globale de ces derniers risques, et puis je prendrai 1 minute pour faire un petit recap comme on le fait d'habitude. Et bien sûr, après on publiera des white papers, on fera des articles, des posts LinkedIn. Mais je sais pas si, s'il y a d'autres enjeux que vous avez vus qui sont importants à traiter. On en a déjà pas mal. Mhm. Bon, en fait, moi, j'ajouterais un de plus. C'est il y a maintenant un défi et lorsque avant on était dans le travail chez soi, maintenant on fait revenir tous les collaborateurs et donc les dirigeants se retrouvent avec cette difficulté pour faire que les gens viennent sur site parce qu'en fait ils ne retrouvent pas la raison d'y venir. Et on faisait un atelier il y a 2 jours avec un, un groupe de collaborateurs en Suisse et ils nous disaient, en fait, moi je viens sur site, mais les gens ont oublié comment travailler avec d'autres personnes. Il y a tout le monde qui prend des Teams sur leur poste de travail. Je peux plus me concentrer. Les personnes ne sont pas habituées. Et donc, pourquoi vais-je venir sur site si je travaille mieux chez moi? Et donc, face à cette problématique, en fait, on y retrouve chez BICG un problème de base, c'est que les décideurs des différentes directions ne se sont pas mis en commun, ne se sont pas mis d'accord et dans la conception de ce modèle hybride. En fait, on vient de lancer un programme justement qui s'appelle Welcome Back. C'est comment intégrer les différentes disciplines qui ensemble œuvrent et l'expérience collaborateur. Et on parle des directeurs de ressources humaines, de l'environnement de travail, de l'IT et l'organisation. Et donc, comment intégrer toutes ces disciplines pour concevoir un modèle et pour assurer que l'expérience que les collaborateurs vont vivre lorsqu'ils vont retourner maintenant, revenir grâce à ces modèles hybrides que les organisations sont en train de mettre en place, comment assurer que cette expérience va être positive et qu'ils ne vont pas revenir pour se rendre compte qu'ils travaillent mieux chez soi et générer cette résistance à retourner au bureau. Donc il y a un gros enjeu aussi d'alignement global entre tout le monde et d'accompagnement finalement de la transition. Mais en fait, je me rends compte que l'accompagnement, cette conduite du changement, elle doit se faire à différents niveaux. Elle doit se faire au niveau de la direction générale, au niveau du management, au niveau du collaborateur même. Et de ce que j'ai l'impression de voir, les difficultés, elles émergent souvent du fait qu'il y a des choses qui sont assez stratifiées finalement, et c'est cette perméabilité qu'on a perdue. Je serais assez curieux aussi de creuser un petit peu comment est-ce que vous accompagnez tous ces ateliers. Je pense qu'il y a énormément de learning à prendre, en tout cas, sur ces choses-là. Mais si j'essaye de faire un rapide résumé de ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que
dans la mise en place du modèle hybride, on a bien plus d'éléments positifs que négatifs si on fait les choses bien, mais faire les choses bien, ça veut dire prendre en compte différents éléments. L'élément 1, c'est l'espace. C'est comment est-ce qu'on adapte l'espace et le rôle du bureau à ces nouveaux enjeux. Comment est-ce qu'on en crée un lieu de sociabilisation, un concentré de culture, etc., qui fait que le collaborateur se sent impliqué. La deuxième chose dont vous avez parlé, c'est un lien qui est plutôt entre l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, de cette perméabilité de la culture, de cette définition claire des bonnes pratiques finalement, et des règles afin de bien confiner le travail dans certains moments clés du temps pour éviter que ça ne prenne trop de place sur la vie personnelle. Et le dernier enjeu dont vous parliez, c'était finalement ce rôle qui est plutôt entre le manager et son équipe, d'une définition beaucoup plus claire des objectifs, d'un levier d'acculturation, d'engagement beaucoup plus fort, et presque d'une réécriture de comment est-ce qu'on manage et comment est-ce qu'on travaille en présentiel, en distanciel. Donc ça fait trois enjeux qui sont très liés finalement, parce que c'est toujours un lien entre une forme de collaborateur avec une forme plus générale, donc collaborateur-manager, collaborateur-entreprise ou manager-entreprise. Mais ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir une réelle redéfinition et que ça doit être pris avant même de penser bureau, avant même de penser jour de télétravail ou pas. Ça doit être, ok, comment est-ce qu'on veut travailler, comment est-ce qu'on veut manager, comment est-ce qu'on veut créer du lien entre nos personnes. Et derrière, ça va impacter la stratégie de flex office, la stratégie de travail hybride, la stratégie de bureau ou pas de bureau, etc., etc. Oui, dis-moi Alejandra. Et ne pas oublier la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment tout le modèle de travail doit être réfléchi auprès de la stratégie, je dirais, de business de l'entreprise. Ne perdons pas ce lien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, comment on veut grandir, comment on veut être en tant qu'organisation. La réflexion va au-delà, et c'est pour cela que tu as très bien parler de tous les aspects, mais vraiment de dire, si on veut être de cette façon-là et avoir une évolution en tant qu'entreprise dans le business, comment doit s'adapter notre force de travail à ces enjeux. Et ce lien est très important pour qu'on voit que vraiment ce dont on parle est complètement stratégique pour les organisations. Oui, en effet, je pense que c'est peut-être l'élément même le plus important, c'est finalement remontrer à chacun qu'il a sa place dans un tout, euh, et il y a une direction commune dans laquelle aller, il y a un Tout sens à fait. finalement à son travail tous les jours. Ok, hyper intéressant, j'arrive presque à voir le schéma de comment est-ce qu'on peut mettre ça en forme. Merci infiniment les filles pour cet épisode aujourd'hui, c'était super intéressant, je pense qu'on va pouvoir remettre ça en forme pour en faire un contenu un peu actionnable. Je reviendrai vers vous même pour certains éléments dont on a parlé qu'on pourrait éventuellement partager ou pas. Mais très curieux de continuer à creuser tout ça. J'invite tout le monde à regarder aussi côté BICG ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez les accompagner s'il y a des problématiques qui émergent. Vous êtes disponible sur LinkedIn, vous êtes tout le temps sur LinkedIn dans tous les cas. Donc ça fait déjà un premier moyen pour bâtir le contact. N'hésitez pas, si quelqu'un a besoin du contact de Catalina ou Alejandra, n'hésitez pas à me le demander, je vous le donnerai avec plaisir. Et encore une fois, merci pour aujourd'hui. Hâte de creuser ça dans de futurs épisodes, dans de futurs formats. Mais merci infiniment pour votre temps et pour tout votre apprentissage. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes les deux. Merci beaucoup, Max. Un grand Merci, plaisir. merci. À très vite, au revoir. Au À très revoir. vite.